Alors bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux et si nombreuses pour cette séance toute particulière d'un film que, en plus, nous avons adoré au Méliès, qui s'appelle Le Garçon. Moi, je suis Elisa, je suis la nouvelle chargée des publics et de la communication. C'est ma première rencontre, donc je suis un peu stressée. J'ai senti mon cœur battre, on m'a dit que de le dire, ça allait me calmer. Donc voilà. Et surtout, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le co-réalisateur du film, Florent Vassaux. Merci beaucoup. Aussi, moi j'ai beaucoup plus peur que toi de présenter le film à mes voisins. Et c'est super, comme ça on va être tous les deux stressés, j'ai les gens qui se rendent. Un stress immense. Merci beaucoup. Déjà, je suis très content que ça vous ait plu. C'est toujours plus agréable d'être accueilli par des gens qui ont apprécié le film plutôt que des gens qui poliment disent que c'est un film intéressant. Et puis moi, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux. C'est assez inattendu. Je pensais qu'on serait beaucoup moins nombreux que ça. Alors, certains seront peut-être déçus parce que c'est un film qu'on a effectivement co-réalisé avec Zabou Bretman. Et Zabou n'est pas là. Elle a plein de bonnes excuses. Elle est notamment en tournage à Marseille. Et donc voilà, donc vous avez le plan B ce soir. Et pour les autres qui sont venus pour moi, il y en a peut-être quelques-uns puisque je reconnais quelques têtes dans la salle. Et bien donc vous êtes sûrement venus un peu obligés, ou vous sentant obligés de venir, mais je vous rassure, ça n'arrive qu'une fois tous les 7 ans, parce que je réalise que je ne fais un film qu'une fois tous les 7 ans. Donc vous êtes tranquille jusqu'en 2032. C'est l'âge de raison, 7 ans, c'est parfait. Vous allez voir, le film est énigmatique à plusieurs aspects, et je me demandais justement comment est-ce qu'on présente un film comme Le Garçon. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui le découvrent peut-être ce soir? Comment est-ce qu'on introduit un film comme Le Garçon? Je crois que le mieux, c'est de ne rien savoir, à mon avis. Et donc c'est très bien comme introduction. La seule chose, en fait, je pense qu'on est un peu à égalité. Un public qui découvre le film sans rien savoir du film et nous qui l'avons fabriqué, puisque Zabou et moi, quand on a commencé ce film, on ne savait rien. On ne savait absolument pas où ce film allait nous emmener. Donc c'est un peu comme vous ce soir. C'est-à-dire qu'on avait un point de départ et on n'avait aucun point d'arrivée. Et voilà, et c'est en faisant le film qu'on a découvert ce que le film allait devenir, quoi. Donc j'espère que ce petit voyage vous plaira et vous touchera autant qu'il nous a plu à le faire, nous, avec Zabou. Voilà. Et puis si vous êtes pas parti avant la fin, et ben on pourra en parler un peu après, si vous avez des questions. Et puis sinon, on blabberera tous les deux. Exactement, j'ai pas de questions. Mais en effet, donc Florent, vous serez là avec nous après la séance. Vous pourrez donc poser toutes vos questions. Et donc on aura vraiment un temps d'échange. Encore un tonnerre d'applaudissements pour Florent. Merci beaucoup. Bonne promotion à vous. Bonne promotion à tous. Et encore une fois, je souhaiterais remercier notre association de spectateurs, l'association Rancard, qui est présente sur cette séance comme de nombreuses autres séances. Donc on peut également applaudir. Très très bonne séance à vous. Et donc c'est pour ça que c'est du bon. Alors merci beaucoup à Rancard au Méliès. Tout s'explique maintenant. Merci beaucoup. Ouais. Encore un tonnerre de Merci à vous, merci encore d'être parmi nous ce soir. Et merci à vous, Florent, d'être également parmi nous pour parler avec nous ensemble de ce film que je considère vraiment encore une fois comme un objet assez fou et assez merveilleux. Et avant de vous donner la parole, je voulais juste rappeler que ici, vous êtes réalisateur, vous avez une casquette de réalisateur dans la vie, vous avez réalisé, donc là c'est votre 3e film. Le premier c'est un documentaire qui s'appelle Honk, c'était sur le milieu carcéral aux États-Unis, sur la peine de mort aux États-Unis, et le deuxième, Lindsay Lou, jury numéro 2, qu'on avait d'ailleurs présenté ici, c'était également sur le milieu carcéral. C'est un film qui abordait la question de la peine de mort au travers du parcours d'une jurée aux États-Unis. Une femme qui avait condamné un homme à mort. Et 20 ans après, je repartais avec elle, retrouver ses autres co-jurés pour voir comment cette affaire les avait travaillés. Ouais. Donc, Grosse
grosse rigolade. Beau planning, beau projet. Ça, c'est votre casquette de réalisateur. Vous êtes également monteur. Vous avez par exemple monté La Belle Époque, le dernier OSS 117, Le Tigre et le Président, Zone Interdite, qui était sur Disney+. Donc des choses quand même très différentes, très éclectiques. Comment est-ce que vous arrivez à un projet encore assez fou quand même, une histoire folle avec Zabou Breitman? Comment est-ce qu'on arrive à imaginer un film de cette ambition formelle, comme Le Garçon? Vous voulez dire parce que je fais des films qui... Généralement, je monte des films qui n'ont pas d'ambition formelle. Alors, pas du tout, c'est pas du tout. Non, vous avez un peu raison, c'est-à-dire que entre mon travail de monteur, qui est beaucoup sur des films très cadrés, plutôt assez commerciaux, moi, mes projets documentaires, c'est un peu l'inverse, c'est un peu ma récréation, c'est un peu ma respiration, quoi. C'est des moments où je pars, je suis tout seul. Enfin, j'ai un ingénieur du son avec moi, mais ça me permet de sortir un peu d'un cadre assez contraint de ce que je fais par ailleurs en montage. Et pour ce projet-là, moi j'ai rencontré Zabou il y a presque 20 ans sur un film qui s'appelait L'homme de sa vie, où j'étais l'assistant monteur. Et je ne sais pas pourquoi, on s'était très bien entendu. On avait beaucoup rigolé, je crois, avec Zabou. Et depuis 2005-2006, ou je ne sais plus, c'était peut-être 2007, et ben on est resté en contact tout le temps. J'ai parfois un peu travaillé sur certains de ces projets, mais voilà, de manière assez lointaine. En revanche, Zabou avait vu mes documentaires et les avait appréciés, apparemment, je pense. Et donc, c'est elle qui m'a appelé, qui m'a invité, en fait, sur ce projet. Moi, j'ai beaucoup de mal à démarrer des projets. Donc, si on m'apporte un point de départ, je suis ravi. Je suis un peu paresseux, quoi. Et alors, le point de départ, justement, on comprend un peu au début du film. Est-ce que vous pouvez un peu nous l'expliquer? Comment est-ce que vous arrivez à faire un film sur ce garçon précisément? Alors, il y a plein d'envies au départ de ce film. Moi, quand Zabou m'appelle, elle me parle d'un livre qui s'appelle Les gens dans l'enveloppe, qui est ce principe, qui est une idée qu'on a vraiment empruntée au livre. Il y a plein d'histoires autour de ce livre, on pourrait en parler, mais et ce livre comporte quelque chose que Zabou aime beaucoup, à savoir ce mélange fiction et documentaire qu'elle a beaucoup embrassé au théâtre, puisque Zabou a adapté De Pardon sur scène, notamment, mais aussi des documentaires sur l'univers psychiatrique qu'elle a adapté au théâtre. Donc je sais qu'elle aime ça. Et dans ce projet-là, de partir à l'inconnu, il y avait quelque chose qui plaisait beaucoup à Zabou, je pense, qui était de ne pas savoir, quoi. C'est-à-dire que dans tous les projets de Zabou, il y a toujours une dimension un peu expérimentale. Elle aime toujours essayer des choses. Et là, je crois que ce qui lui plaisait, c'était vraiment l'idée de faire un film à deux, avec une partie qui lui échapperait complètement. C'est-à-dire que elle était, dès le départ, elle m'a vraiment dit, moi, tu vas faire un documentaire, mais je ne veux absolument pas savoir ce que tu vas découvrir. Et cette idée, je crois, de co-réaliser un film sans que ni elle ni moi ne sachions ce que l'autre fait et ce que va devenir le film, je crois que c'est vraiment ça, moi, qui a séduit Zabou. Donc voilà, donc très vite, il y avait cette idée de nous trouver un héros, quoi. Et on était parents, donc on avait emprunté cette idée au livre d'Isabelle Monin, Les gens dans l'enveloppe, de partir de photos de famille et de trouver notre héros dans un lot abandonné, quoi. Donc moi je me suis mis en quête des photos, c'est moi qui suis allé les chercher. Et j'avais trouvé 4 ou 5 lots de photos. C'est assez difficile en fait, on trouve beaucoup de photos très anciennes du début du 20e ou années 20 sur les brocantes. Mais moi j'avais besoin de trouver des photos avec potentiellement des gens encore vivants. Et ça, c'est assez, on en trouve un peu moins. Mais bref, j'en avais trouvé 4 ou 5 sur Le Bon Coin, sur eBay, et puis parfois sur des brocantes physiques, et c'est le cas de ce lot-là. Ce lot, je l'avais trouvé en banlieue parisienne. Et donc, la première scène du film, quand on voit Zabou voir les photos, en réalité, ce jour-là, elle voit 4 lots. Alors dans le film, on a gardé que celui-ci, mais en fait, elle avait regardé, c'était un peu notre casting, quoi, quelque part, le casting de notre héros. Et on s'est arrêté sur lui pour plusieurs raisons. Bien sûr, son regard nous a appelés. Il y avait quelque chose... Enfin, moi, je trouve qu'il y avait un mystère dans son regard qui m'a intrigué. Et puis aussi, c'est aussi un peu un choix par défaut, c'est-à-dire que sur les autres lots, il y a un lot où on n'avait aucun indice. C'est-à-dire que je me souviens, c'était que des gens qui s'étaient pris en photo chez eux devant leur papier peint. Et Zabou aimait beaucoup cette famille, donc j'ai dû un peu la raisonner et lui dire, Zabou, ça m'aide pas beaucoup à moi pour trouver des indices des gens devant leur papier peint. Et puis il y avait une autre famille qui ne s'intéressait pas beaucoup. Et puis ce lot-là, vraiment aussi, au-delà de son regard, il y avait 50 ans d'une vie sous nos yeux, quoi. C'est que le lot couvrait
les photos les plus anciennes dataient des années 40 et les plus récentes des années 90. Et ça, moi je trouvais ça vertigineux d'avoir ça m'a vraiment appelé. Et enfin, en ce qui me concerne moi, j'adore le road movie. Et dans ce lot-là, je voyais aussi une géographie diverse. Enfin, je voyais la promesse d'un voyage, quoi. Et ça m'appelait aussi beaucoup. Et vous avez parlé, donc en effet, le film mélange fiction et documentaire. Et on a vraiment l'impression qu'à certains moments, la fiction fait écho au documentaire, le documentaire fait écho à la fiction. Donc vous avez vraiment, Zabou Brightman a tourné la fiction sans que, au même moment que vous, le documentaire. Non, on n'est pas dans la même temporalité. C'est vrai que moi, je me suis tout de suite j'ai tout de suite commencé l'enquête, quoi. C'est-à-dire qu'on voit, quand elle regarde les photos, c'est à l'été 2020, et je retrouve la trace du frère à peu près en fin d'année, au mois de novembre. Donc moi, je me plonge dans l'enquête. Et elle écrit, elle va tourner un peu plus tard. Simplement, je ne lui dis rien de ce que je trouve. La seule chose, c'est qu'elle, à un moment donné, m'appelle en me disant « Tiens, j'aimerais bien récupérer des textes des gens que tu croises. » Donc parce qu'elle voulait travailler ce jeu d'écho. Et donc, il fallait que je lui trouve des textes, mais des textes qui ne lui révèlent rien de ce que potentiellement j'avais découvert. Donc, c'était pas si simple de lui fournir comme ça une matière documentaire. Après, je savais ce qu'elle allait vouloir en faire, puisqu'au théâtre, c'est un peu ce qu'elle fait. Elle adore ça, se déplacer les mots des gens et les donner à des acteurs. Je pense que je sentais à peu près ce qui pourrait fonctionner pour elle. Donc je lui ai donné ces mots-là, mais à part ça, elle ne savait rien. Zabou a tourné sa fiction avant que je reprenne moi mon enquête plus tard, et donc en fait elle est venue au montage, et c'est à ce moment-là que je lui ai montré moi un assemblage, un bout à bout de tout ce que j'avais découvert en fait du parcours de ce garçon. Et donc elle a découvert ça une fois que son tournage était fini. Et elle a tourné qu'une semaine, hein. C'était un tournage assez court pour elle. Alors que moi, ça m'a pris à peu près 2 ans. Alors, est-ce qu'il y a déjà, très vite, une question? Bonjour Florent, grand fan du cinéma de Florent Masson. Et il y a vraiment une continuité sur ces 3 films, le road movie, mais aussi aller à la recherche, l'enquête. Alors, moi j'ai une question. Pour toi, c'est quoi la fin du film du héros de Zabou, puisque c'est une fin heureuse, l'annonce, on ne peut que l'imaginer. Moi, ma théorie, c'est que la fin, Jean-Jacques, il devient monteur, puis documentariste, et puis parce que je ne peux pas ne pas ça m'a choqué depuis le début, mais l'acteur, c'est toi. Physiquement, voilà. Donc, est-ce qu'elle n'a pas fait son film sur toi? Je suis très embêté parce qu'il y a parfois des gens qui trouvent qu'il ressemble à Emmanuel Macron. Par analogie, ça me renvoie à moi. Mais en fait, oui, il y a un truc. Enfin, disons que quand Zabou a choisi ses comédiens pour le rôle du garçon, elle cherchait quelqu'un avec un regard clair et elle a tout de suite pensé à Damien, avec qui elle avait travaillé au théâtre, qui est un acteur de théâtre. Je crois d'ailleurs que c'est son premier rôle au cinéma. Et puis elle m'a dit, et puis il y a autre chose, Florent, il faut que tu saches, c'est que je trouve qu'il te ressemble, et ça me fait bien marrer. Donc tu as, effectivement, en tout cas c'était un des moteurs du casting de Zabou qui me ressemble. En fait, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me pose même parfois problème en fin de projection, parce que des gens me demandent si c'est moi qui joue le rôle de cet acteur. Alors qu'on a 10 ans d'écart, je suis beaucoup plus vieux. Voilà, donc non, je ne sais pas du tout si c'est un film sur moi. En tout cas, ce que devient ce héros, effectivement, ça c'est en cours de montage avec Zabou quand on assemblait ce film, parce qu'on a dû trouver la forme du film, donc une fois qu'on s'est retrouvé au montage. Et c'est Zabou à la fin, voyant le parcours de cet homme qui a décidé qui a remis cette scène où on les voit tous les deux dans le car, et Zabou qui formule le fait que lui, le sien, il s'en sortira, comme si la fiction venait lui promettre une fin heureuse. Et c'est peut-être aussi un peu pour alléger une fin qui nous semblait un peu dure, et puis se dire que aussi dans la fiction, quelque part, il sera toujours vivant, quoi. Il y a quelque chose de cet endroit-là. Justement, dans ce mélange entre fiction et documentaire, il y a des moments où la fiction, elle épouse vraiment le documentaire, comme les moments où on retrouve, ce que vous expliquez, on retrouve des moments du documentaire, comme quand il parle d'Hitler, de Mussolini, on a vraiment l'impression que là, la fiction s'inspire du réel, et à d'autres moments, comme à la fin, la fiction, elle va au-delà du réel, elle apparaît comme une sorte
d'alternatives poétiques au réel. Et c'était quelque chose que vous souhaitiez travailler, un peu l'ambivalence que le cinéma et aussi la photographie a avec le réel. Oui, absolument, mais c'est un peu dans la manière dont on a construit le film. Au bout d'un moment, ça nous échappe un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé par écho avec Zabou, et même, alors Zabou adore le cadavre exquis, moi aussi, donc une idée en faisant rebondir une autre, et petit à petit, c'est vrai que enfin, on s'est un peu laissé faire, quoi, par la matière, et puis on prenait un peu de recul, on regardait le film, et on voyait ce qui émergeait, ce qui sortait. Et c'est vrai que tout ce rapport entre fiction et réel, au départ, pour nous, il n'est guidé que par des accidents, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment en prenant du recul et en le voyant qu'on s'aperçoit à quel point ça résonne, et à quel point, effectivement, évidemment, au départ, c'est la fiction qui s'inspire du réel, et puis au bout d'un moment, on ne sait plus trop, quoi. L'une nourrit l'autre, et d'ailleurs, il n'y a pas de dogme, hein, même dans les textes qui sont réutilisés à deux endroits, c'est généralement d'abord la fiction puis le documentaire, mais parfois c'est aussi l'inverse. Donc il y avait un peu cette idée de brouiller les pistes, et que finalement le garçon était tout ça. Il se nourrit à la fois d'une partie fiction et documentaire. Le documentaire n'est pas plus vrai que la fiction, d'ailleurs. Peut-être que son garçon de la fiction est beaucoup plus juste quelque part que ce qu'on en montre nous dans le documentaire, puisque en fait moi je m'attache beaucoup dans cette dernière partie à raconter la manière dont il s'extrait du monde à maintes reprises. Je ne sais pas en quoi c'est représentatif de la vie de ce garçon. On aurait pu passer 1h30 à raconter sa vie de Golden Boy à 20 ans, quoi. Donc de toute façon, c'est évidemment l'un nourrit l'autre, mais tout cela, ce n'est qu'une approche poétique de cet homme. Il n'y a aucune vérité, je pense, là-dedans. Bonjour, merci beaucoup. C'était vraiment super. Enfin, j'ai adoré. Je ne connaissais pas du tout votre travail, du coup je vais aller voir ça de plus près aussi. Personne ne connaît, donc ne vous inquiétez pas. Là, c'est parce que j'ai posé une personne que je connais dans la salle. Il y avait un très grand fan dans la salle. Et moi c'est plus sur le côté technique. Je me demandais comment vous faisiez pour que les gens que vous rencontrez et que vous interrogez oublient complètement la caméra. Ils soient totalement naturels en fait. Est-ce que vous passez du temps avec Non, et particulièrement sur ce film, puisque l'idée de départ qui était quand même de se dire si on prend une vie, n'importe quelle vie au hasard, elle mériterait un film. Donc si chaque vie mérite un film, moi je m'étais dit, il faudrait que tous les gens que je croise sur la route, potentiellement, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu être un super héros eux aussi. Donc il était important que ce soit vraiment le hasard des rencontres. Donc les gens que je croise, généralement, je les croise là, sur le bord d'une route, c'est 10 minutes, c'est un quart d'heure, parfois 1 heure, parfois 2 heures, donc il n'y a pas vraiment le temps de répéter quoi que ce soit, et de toute façon je ne le ferai jamais. Donc moi j'ai pas du tout de méthode, je suis beaucoup plus patient quand je fais du documentaire que dans ma vie personnelle, on va dire. Je suis très impatient. Et j'apprends un peu à écouter et à attendre. Je crois que pour moi c'est ma seule recette. Ce qui est marrant, c'est qu'en faisant 2 films aux États-Unis avant, j'étais persuadé que la caméra, là-bas la parole est très facile, me semblait-il. Je m'étais dit, tiens, aux États-Unis c'est facile, on allume sa caméra, les gens parlent, quoi. Et j'étais un peu inquiet de faire un film en France en me disant, tiens, je pense que je supposais que ça allait être beaucoup plus difficile. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé que la caméra agissait aussi souvent comme une raison de s'exprimer. Peut-être aussi que les gens que j'ai croisés dans ce film, parce que c'est quand même assez rural, et je croise finalement beaucoup de gens à qui on donne, je crois, assez peu la parole. C'est beaucoup de gens en journée, en semaine, au chômage, des promeneurs de chiens, des gens parfois assez seuls. Parfois ma visite est leur seule visite peut-être de la journée. Peut-être que ça a peut-être un peu aidé le film aussi. C'est que j'ai souvent eu un contact facile, quoi. Enfin, je pense à ces 3 femmes dans l'immeuble et cette vieille dame qui ferme jamais sa porte. Bon, ben, c'est vrai que quand on tombe sur des gens comme ça, c'est un peu un cadeau, quoi. Rien n'est prévu, mais je sais toujours que quand j'aborde les gens, j'espère qu'il va se produire une rencontre. Je ne sais jamais quand elle va se produire. C'est-à-dire que peut-être il ne se produira rien, mais par exemple cette dame, c'est au moment où elle me dit au revoir que tout à coup il se passe quelque chose, quoi. Donc c'est souvent ce que j'espère, mais ça ne se produit pas toujours. Bonsoir, merci déjà beaucoup pour ce film, c'était très très beau.
Et il y a une chose qu'on ne voit pas dans le film, mais je me demandais, vu que le lot sur lequel vous avez décidé de faire le film, vous l'avez trouvé en brocante, est-ce que quand vous avez acheté le lot, vous avez essayé de vous renseigner, de savoir d'où venaient ces photos, comment elles étaient venues dans la possession en fait, de la personne qui vous l'avait vendu? Oui, bien sûr, évidemment. C'était en banlieue, d'ailleurs c'était pas très loin de Paris. Et ce qui était particulier, c'est que d'habitude je cherchais des lots déjà composés, quoi, d'un lot d'une famille. C'est ce qui est difficile à trouver, c'est ça, c'est un lot d'une même personne ou d'une même famille. Et je me souviens que dans ce stand, il y avait plein de photos éparpillées, des milliers et des milliers de familles mélangées. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai essayé de rassembler des lots, mais là j'ai repéré son regard là, puis sur quelques photos, et c'est moi qui ai rassemblé ces 200 photos. À tel point qu'il y a certaines photos, j'étais même pas sûr que ce soit cette famille. Typiquement la photo de la cigogne basque, le restaurant. Rien n'indique que c'est rattaché à ce bonhomme, sauf que dans l'entrebâillement de la porte, on voit un chien. Donc je me suis dit, bon, bah, s'il y a un chien, peut-être il ressemblait au chien qu'il a sur ses genoux plutôt. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça, mais j'en étais même pas sûr. Et évidemment, j'avais demandé au vendeur qui m'a dit de ne pas savoir, je veux bien le croire, mais peut-être en savait-il plus que ce qu'il m'a dit, mais il y a une forme de... Je ne sais pas si certains d'entre vous chinent parfois des photos en brocante, c'est un milieu un peu particulier, et les gens sont assez avares de... Ils racontent pas trop, quoi. Comme s'il y avait une forme d'embarras aussi d'être en possession de ces images et d'en faire commerce. Donc moi, ce monsieur m'a absolument rien dit, enfin, ma mère m'a dit, ça vient d'un endroit, puis d'un autre, puis d'un autre, c'est un peu intraçable, quoi. Mais évidemment, j'avais posé la question, et j'aurais été bien embêté d'ailleurs qu'ils me disent oui, ça appartient à un machin, et avec l'adresse. Parce que c'est vrai que dans mon enquête, j'espérais quand même que je voulais pas mettre 6 ans à trouver la trace de ce bonhomme, mais je voulais pas non plus retrouver cette trace trop vite, quoi. Mais j'avais quand même imaginé qu'il y ait toute une partie du film qui soit une enquête, et de tâtonner, et surtout d'essayer de faire exister ce garçon au travers du regard d'autres inconnus, quoi. C'était mon seul projet au départ. Je me suis dit, bon, je ne sais pas si je vais le retrouver, donc il existera au travers du regard des autres. Ouais. Ce que vous disiez par rapport justement au fait d'exister au travers du regard des autres, moi je l'ai ressenti très très fort, notamment au travers d'une phrase que Zabou dit au début en disant, mais ça pourrait être les photos de tout le monde, ça pourrait être les photos de mon père, ça pourrait être les photos de mon oncle, tout le monde se reconnaît un peu à travers ces photos. Et j'ai vraiment la sensation que ça nous permet à nous, spectateurs, d'investir le film par notre imaginaire et par notre intimité à nous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souhaité travailler avec Zabou? Comment est-ce que le spectateur peut investir par son imaginaire le film? Comment est-ce que lui aussi il construit à l'intérieur de lui-même l'histoire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Zabou, au montage, on était très... on voulait vraiment faire en sorte que le spectateur soit actif pendant le film et qu'il reste un peu aux aguets comme ça. Donc on voulait absolument l'associer à cette enquête et surtout, on le voit, là je ne l'ai pas amené ce soir, mais parfois on apporte les photos on met un pêle-mêle à la sortie de la salle. Et les gens qui entrent dans la salle les regardent à peine, quoi. C'est des photos qui n'ont pas grand intérêt. Et puis à la sortie, ils regardent ces images un peu différemment. Et ben c'était un peu l'enjeu du film, c'est-à-dire que comment faire en sorte que ces photos qui a priori n'ont pas grand intérêt, d'associer le spectateur et d'arriver à les rendre passionnantes, entre guillemets, oui. En tout cas, montrer qu'elles ont toutes plusieurs strates, plusieurs niveaux de lecture, qu'en fonction de qui porte le regard sur ces photos, on peut y voir autre chose. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire au montage. Et évidemment, on s'y projette, quoi, de la même manière que les inconnus que je croise se projettent dans ces photos, et en fait, au lieu de me raconter ce garçon, se racontent souvent eux-mêmes. J'ai l'impression que chez les spectateurs, sur ceux qui rentrent dans le film, en tout cas, il se produit un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on se prend au jeu, quoi, et je pense qu'on participe. Et on participe sans doute parce qu'on se retrouve dans ces photos, et comme disait Zabou au début, oui, on a tous ces photos chez nous, quoi. On a tous une photo à Disneyland, je pense. Malheureusement. Bonsoir. Si j'ai bien compris, Jacques est mort. Et vous n'êtes pas allé au cimetière en voir sur sa tombe. Vous n'êtes pas allé... pour moi, je trouve que ça aurait été bien d'aller voir où ils étaient, leur dernière demeure. Oui. Alors, figurez-vous que j'y suis allé. D'ailleurs, il est enterré à Pantin. Jacques est un Pantin. Oui, il est enterré à Pantin, et quand j'y suis allé, et puis j'avais même ma caméra avec moi, et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais pas... C'est quoi cette idée? Tout à coup, cette idée m'a semblé très absurde,
de montrer la tombe de cet homme, de le filmer, d'en faire quoi? Ce serait la fin du film. Je me suis dit, tout à coup, ça m'a semblé ne pas avoir sa place du tout, et donc je ne l'ai même pas filmé. Je crois que j'ai peut-être pris une photo, mais je n'ai même pas filmé cet endroit qui, pour moi en tout cas, n'évoque rien. Je suis pas, j'adore les cimetières, mais pas pour m'y recueillir. J'adore les cimetières pour lire toutes les petites conneries écrites sur les tombes parfois, les petits poèmes. Voilà, ça m'amuse, mais j'ai pas ce rapport du tout au cimetière. Donc je trouvais pas que ça, pour moi, ça n'avait pas sa place, en tout cas dans le film que je voulais faire moi. Mais c'est pas un manque de respect, je pense pas. Hein, mais il avait une tombe, une belle tombe. Oui, il est enterré avec c'est la tombe de ses parents, c'est le caveau familial. Il n'y avait pas de photo. Et il n'y avait pas de photo. Non. Merci. Merci. Ce film, il est presque daté du siècle dernier parce que maintenant, on ne fait plus de photos sur papier comme ça, on les garde dans notre téléphone, on fait défiler. Est-ce que dans les brocantes, on trouve encore des séries de photos, mais qui sont contemporaines du XXIe siècle? Non, on en trouve beaucoup moins. Des photos contemporaines. De toute façon, il en trouve beaucoup moins parce qu'on imprime assez peu de photos. C'est vrai, vous avez raison aujourd'hui. Et d'ailleurs, des gens me disent souvent, mais vous ne pourriez plus faire ce film aujourd'hui, c'est fini. Peut-être que de la même manière qu'on essaie de rattraper la vie de cet homme pour le mettre en lumière une dernière fois, on fait un peu la même chose aussi avec cet objet photo matériel, quoi, à le remettre en lumière dans ce film. Cela dit, moi je pense ce serait intéressant d'aller exhumer dans 20 ans des profils Instagram. Je pense que ça racontera très bien notre époque. Je pense qu'on pourrait très bien faire un film aussi sur des photos numériques dans quelques années, enfin même dès aujourd'hui. Je pense pas je pense pas que l'un annule l'autre. C'est vrai que le fait d'avoir les papiers dans la main, c'est un peu différent, mais bon, voilà. Je suis sûr qu'on pourra faire le même film dans 20 ans différemment. Mais oui, mais comme on disait tout à l'heure, avec cette ambivalence que le cinéma a avec le réel, la photographie, dans tout le film, elle est interprétée différemment. Il y a des personnes que vous rencontrez qui vont plutôt prendre la photographie comme le témoin de quelque chose, le témoin du temps qui passe, le témoin des traditions, le témoin d'une histoire passée. Et puis il y en a d'autres qui vont dire non, la photo c'est le filtre. Il y a quelqu'un qui dit, je crois, la photo ne reconnaît pas bien les gens ou les transforme. Enfin, je ne sais plus exactement, mais il y a quelqu'un qui dit aussi que c'est de la mise en scène. Oui, voilà. Et moi, je me posais, et vraiment, je trouve que le film, il est très riche de toutes ces analyses différentes des gens que vous croisez. Est-ce que ça, c'est quelque chose que je me suis posé tout à l'heure la question de comment est-ce que vous amenez les gens à parler, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez chercher chez les gens, leur rapport à la photographie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est né un peu de ces rencontres un peu par hasard? Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, personne n'a le même rapport à la photographie, et c'est un rapport très intime, finalement. Oui, c'est vrai, non, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est advenu aussi parce que très souvent les gens que je croisais étaient assez émus d'avoir effectivement ces photos en main, et ça les ramenait à l'objet photographique. Alors que moi, dans mon enquête au départ, j'étais que sur le contenu de la photo, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose dans le rapport à l'objet qui les touchait. Et donc voilà, et donc effectivement la question du regard qu'on porte sur la photo est venue après. Alors que le film se fabriquait. Et puis après, ce qui m'a vraiment surpris, c'est Zabou. C'est-à-dire que Zabou, dans sa fiction, elle, je ne savais pas qu'elle allait intégrer à ce point la photo dans son film. C'est-à-dire que non seulement elle a reproduit des modèles de photos, en fait, elle crée le hors-champ de certaines photos, qu'elle circonscrit en plus à une seule journée, mais aussi elle intègre les photos elles-mêmes. Elle m'avait demandé les photos pour son tournage, et pour les donner à ses acteurs, c'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes se plongent dans les photos de leur famille. Si bien qu'une photo est interprétée à la fois au regard de la vraie famille, quoi, mais également elle est interprétée par les acteurs qui parleraient de cette famille fictionnée, quoi. Donc voilà, j'étais étonné de voir à quel point une même photo multipliait les points de vue. Même quand les vraies personnes qui ont été prises en photo, à la toute fin, je me souviens de ce couple à côté de la piscine qui ne sait plus si c'est... Ils ne savent plus si c'est eux ou pas sur la photo. Ils n'arrivent plus à se reconnaître eux-mêmes. Exactement. Ils ne se reconnaissaient pas. Et ils sont même plus... Enfin, ils ne sont pas d'accord, en fait. Mais si c'est moi, mais non, c'est pas toi. Et c'est vrai que ça, c'était... Après, au montage, dès qu'il y a eu des choses comme ça dans les rushs, sur le rapport à l'image, sur le regard, on s'est dit que ça... Évidemment, ça trouverait sa place, quoi. Oui, bonsoir. Bravo, Florent.
Et bravo, c'est un magnifique travail, j'étais très touché. Moi j'ai une question, il y a quand même il y a une question qui traverse tout ce film, c'est le sens de la vie, puis surtout la mort, quel sens on donne. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. De la mort en général, tu veux dire? Je trouve ça plutôt cool. Vous avez 2 minutes. Non mais, bon, quand on commence un film à partir de photos, on sait très bien que la question de la trace va être là quelque part. Mais c'est vrai que je ne pensais pas du tout que le film nous ramènerait à ce point vers ces thématiques-là, aussi existentielles. Et en fait, ça, c'était pas du tout une volonté. C'est encore une fois, là, au montage, avec Zabou, qu'on a dû constater qu'en fait, le film nous emmenait vers ça. Et aussi la profondeur et la poésie des gens. C'est vraiment eux qui nous ont... C'est vraiment eux qui ont imposé les sujets du film d'une certaine manière. Et c'est ce que je trouve moi, assez beau dans... Enfin, c'est ce qui m'a plu en faisant ce film, c'est que, encore une fois, j'avais un point de départ et pas de point d'arrivée. Et c'est aussi la générosité des gens que j'ai croisés d'emmener le film vers ces thèmes-là. Et la dernière personne qu'on voit, donc, qui a un texte qui est repris par un acteur avant, et en fait, c'est effectivement dit par cette personne qui évoque ce qu'est une vie, quoi. Et puis quand c'est fini, la lampe s'éteint et tout s'arrête. Bon, ce monologue incroyable, je tombe chez ce monsieur, et c'est ce qui est dit dans le film, je tombe chez lui, pas par hasard. Lui, pour le coup, c'était un ancien ami de Jacques, donc j'avais son numéro dans un carnet, mais quand j'arrive chez lui, il ne sait absolument pas qui je suis. Et je vais le croiser, j'ai passé une après-midi avec lui, et dans cet après-midi, il m'offre un monologue que je trouve extraordinaire, quoi. Donc, c'est pas moi. Évidemment, moi, mon seul crédit, c'est de l'avoir gardé au montage, mais en fait, tout ça leur appartient, quoi. Oui, bonsoir. À un moment du film, il est dit très incidemment que Jacques il était peut-être médium. Et je crois savoir que les médiums travaillent à partir de photographies, justement. Donc je me demandais si vous n'aviez pas eu un moment l'idée ou l'envie, la curiosité d'interroger un médium et de le faire réagir à partir des photos. Je pensais à interroger un médium sur une tombe. Non, pas du tout, absolument pas. En tout cas, non. J'y ai vraiment jamais pensé, mais c'est vrai que parce que et Zabou non plus, je crois d'ailleurs, moi je ne crois pas du tout à tout ça, mais apprenant que lui, il croyait et que lui, ça le touchait, alors petit à petit, je me suis mis à douter, et dès qu'on voyait quelque chose qui pouvait être de l'ordre du signe, entre guillemets, dans les images, évidemment que ça trouvait sa place dans le film, quoi. Il y a son ami qui dit, mais ça se trouve, c'est lui qui a la manœuvre quelque part, et puis il y a cet oiseau qui passe avec cet ami qui va. Donc tout ça, évidemment, on s'est dit qu'on le gardait dans le film, mais ça, pour le coup, c'est presque plus en hommage à Jacques que à nous, quoi. On s'est dit que ça, parce que ça a traversé toute la fabrication de ce film et tout le montage, la question de savoir si on a le droit de faire ce film, moi je me la pose encore, je ne sais pas du tout si j'ai le droit de faire ça, de faire un film dans le dos de quelqu'un, sans lui avoir jamais demandé son avis. Et donc quand des gens... Voilà, quand plusieurs personnes nous ont évoqué son goût pour ces questions-là, on s'est dit qu'il fallait que dans le film, on puisse y lire aussi ça. Et c'est vrai qu'une des premières projections que j'ai faites, j'étais très angoissé de ça, si j'ai le droit de le faire, et une personne qui est venue voir le film m'a dit, mais arrête de te poser des questions, c'est lui qui pilote tout, il n'y a aucun problème. Et honnêtement, ça m'avait un peu soulagé. Je me suis dit, bon, ça va, c'est pas grave. Je peux m'autoriser à le faire alors, si vraiment c'est lui qui décide. Je me suis un peu camouflé derrière. Eh bien, on remercie Jacques Roux pour ce merveilleux film. Et merci de nous accueillir. Merci à vous, merci encore à l'association Brancard. Et je peux dire une dernière chose. Non, si certains ont aimé le film, j'ai vu que dans quelques semaines, vous recevez Henri-François Humbert. Et Henri-François Humbert est un réalisateur, un documentariste extraordinaire qui a fait un film dont moi je me suis beaucoup inspiré pour celui-là, qui s'appelle Sur la plage de Belfast. Je sais pas, je pense pas que vous le programmiez. Et voilà, et dans ce film, Henri-François Humbert trouve une caméra Super 8 dans une brocante. Il fait développer le film qui a été oublié à l'intérieur. Et il découvre une scène de plage de famille et il décide d'aller rapporter ce film à la famille et d'aller à sa recherche. Donc moi, c'est un film qui m'a beaucoup inspiré. Donc quand j'ai vu qu'il était... Et tout à fait. On reçoit ce réalisateur ce lundi, et il présentera 2 films avec un buffet offert au milieu. Donc c'est le moment de manger et de regarder des films en même temps, c'est quand même la classe.
Merci beaucoup.